Bienvenue dans Rewind, un podcast modulaire qui raconte l'histoire de la télévision en s'intéressant à la technique. Aujourd'hui, retour sur un moment charnière, l'éclatement de l'ORTF. En 1974, c'est un séisme dans le PAF. L'ORTF éclate, la SFP est créée, RF s'émancipe alors qu'FTV n'existe pas encore. Des acronymes, il risque d'y en avoir pas mal dans cet épisode. Acte 1, des lieux mythiques. L'Office de radiodiffusion télévision française, créé en 1964, c'est bien plus qu'une entreprise. C'est un véritable écosystème audiovisuel national, à la fois producteur de contenu, intégrateur technique, centre de recherche, formateur de personnel et un acteur culturel majeur. En un mot, un monstre à tentacules, mais un monstre bien organisé. Plusieurs lieux phares ont été le symbole de cet organisme étatique qui a structuré notre paysage audiovisuel. Les studios de Cognac-G, la Maison de la Radio, les studios de l'avenue Montaigne, puis le paquebot de l'esplanade Henri de France, la Maison France Télévisions. Dès 1935, la télévision française occupe des locaux rue de Grenelle à Paris. Le ministre des Postes de l'époque, Georges Mandel, et l'ingénieur René Barthélemy dirigent la diffusion des premiers programmes depuis ce lieu. Au cœur de l'occupation, Kurt Hinzmann, alors jeune officier de la Wehrmacht, soumet en juin 1942 aux autorités militaires de Berlin l'idée de remettre en état l'émetteur de la télévision de la Tour Eiffel dans le but de distraire les soldats allemands convalescents. Je faisais travailler des gens, des gaullistes, des communistes, des anarchistes et j'ai empêché que les gens sont transportés à la STO, service travaux obligatoires. Son idée est bien accueillie et ses supérieurs lui donnent tous les moyens humains, financiers et techniques pour mener à bien son projet. Pour cela, Hinzmann se met lui-même en quête de locaux. Un lieu singulier retient son attention, un ancien dancing, vestige du parc d'attractions Magic City, fondé par Ernest Cognac. Au 176-180 de la rue de l'Université, la vaste salle de danse du premier étage, encore intacte, semble idéale pour être transformée en studio de télévision. Mais le bâtiment est trop exigu, impossible d'y loger toutes les infrastructures. La solution se trouve juste derrière. Un garage abandonné, parfait pour devenir un atelier, jouxte un immeuble de 8 étages, la familiale de l'Alma. Une pension de famille située au 13-15 rue Cognac-G. Ces pièces peuvent être réaménagées pour abriter les services administratifs et techniques. Les autorités allemandes annexent aussitôt l'ensemble qui devient la façade de la nouvelle station Fernsehsender Paris. L'emplacement est idéal. La proximité de la Tour Eiffel évite les pertes de signal. Rapidement, la préfecture de la Seine réquisitionne tout le complexe. L'administration française, sous le régime de Vichy, s'emporte officiellement acquéreur au nom de la radiodiffusion nationale. Dès lors, Fernsehsender Paris prend vie. Du 7 mai 1943 au 12 août 1944, la station produit et diffuse ses programmes depuis ses murs. L'unique studio est installé dans l'ancienne salle de danse du Magic City. La scène est remodelée en forme de V afin de donner aux caméras le recul nécessaire pour des plans plus larges. La régie de diffusion, quant à elle, trouve place au 3e étage du bâtiment. Alfred Leluche, ingénieur en chef de la radiodiffusion française, n'a jamais accepté la politique de Vichy. Dès le début, il s'engage en secret contre l'occupant. Lieutenant-colonel des FFI, il prend la tête du groupe de la radiodiffusion française et devient le directeur technique de la radiodiffusion insurrectionnelle. Dans l'ombre, il met en fabrication ou détourne de leur destination plusieurs dizaines d'émetteurs provenant des laboratoires radioélectriques de Clermont-Ferrand. Avec une précision militaire, il organise la livraison de ce matériel et veille à la réparation des émetteurs sur tout le territoire. Son objectif est clair. Dès le départ de l'ennemi, la radio française pourra se faire entendre et ce, malgré la destruction quasi totale du réseau national. Mais sa bravoure attire l'attention de la Gestapo et de la milice. Le 15 mai 1944, Leluche est arrêté et soumis à de terribles tortures. Il reste fidèle à ses convictions jusqu'au bout. 2 mois plus tard, le 29 juillet 1944, il est fusillé à Aulnat, dans le Puy-de-Dôme. Entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Avant leur départ, les Allemands lancent la construction d'un second studio.
Mais le 17 août 1944, ils quittent Paris précipitamment, laissant le chantier inachevé. En partant, ils abandonnent derrière eux un héritage inattendu. Une station de télévision opérationnelle parmi les plus performantes du monde à cette époque. Le matériel est allemand, fourni par Telefunken. Cela permet à la télévision française d'être la première en Europe à reprendre ses émissions dès le 1er octobre 1944. Mais par intermittence et en circuit fermé, les Américains interdiront en effet l'utilisation de l'émetteur de la Tour Eiffel jusqu'au 1er octobre 1945. À l'issue de la guerre, Jean Guignebert, alors directeur de la radiodiffusion nationale, choisit de renommer l'immeuble de la rue Cognac-G, dans lequel avait fonctionné Fernsehsender Paris, en centre Alfred Leluche, pour célébrer la mémoire de celui qui fut un exemple éclatant de courage et de résistance pour la radiodiffusion française. La création de la radiodiffusion télévision française, la RTF, marque un tournant. Elle permet d'obtenir des crédits supplémentaires et de lancer une série de travaux pour adapter le bâtiment aux besoins croissants de la télévision. Les aménagements réalisés par la RTF sont pensés pour durer et seront conservés par l'ORTF lorsque l'Office prendra le relais. Conçu à l'origine pour exploiter une seule chaîne de télévision, le centre Alfred Leluche voit rapidement sa mission s'élargir. Dès décembre 1963, il accueille les studios et la régie de diffusion de la 2e chaîne, puis 9 ans plus tard, en décembre 1972, de la 3e chaîne. Avec l'ouverture des studios des Buttes-Chaumont, la vocation du site de Cognac-G évolue. Il devient le centre de l'information télévisée. Le studio 1 est alors scindé en 2 parties. L'une destinée au journal télévisé de la 1re chaîne, l'autre à celui de la 2e chaîne permettant de diffuser simultanément les informations sur plusieurs canaux, tout en exploitant au mieux les installations historiques du site. Au centre Alfred Leluche, tout est organisé autour de la télévision. La direction, les studios, les régies et les locaux techniques se répartissent sur les 8 étages du bâtiment. Du sous-sol au 4e étage se trouvent les services d'exploitation, tandis que les étages supérieurs accueillent les bureaux et la direction. Au rez-de-chaussée, le laboratoire de développement des films s'affaire sur les pellicules inversibles 16 mm traitant des actualités, des dramatiques, les documentaires et toutes les émissions qui ne sont pas diffusées en direct. À proximité se situe la salle des télécinémas et le studio 2, dédié aux émissions légères, aux variétés, aux magazines, comme Rendez-vous avec ou Discorama. Les régies sont équipées de mélangeurs analogiques, de caméras lourdes à tube et de magnétoscopes Ampex ou Thomson. Les studios historiques seront plus tard les tout premiers à émettre en couleur avec le SECAM. Le premier et le 2e étage sont le domaine des équipes techniques de l'information. Cadreurs, reporters, chauffeurs, preneurs de son et monteurs s'y activent sans relâche pour produire le journal télévisé. C'est ici que se réalisent en direct vos journaux télévisés, 1h30 par jour, autant qu'un film de grand spectacle. Et tu veux pas rattraper par ici? Justement. Ah non, c'est dans du cash. Le 3e étage est le cœur du centre. Il abrite le studio 8, construit au début des années 50. On y croise les speakerines qui se préparent à annoncer les programmes. Son studio, le studio des speakerines plutôt, tout près de la régie finale, où charmante elles vont chercher les derniers changements au programme. Et voyez-vous ici tout un programme, c'est notre ami Bouquet qui était de service ce jour-là. Un studio est également réservé aux correspondants des télévisions étrangères venus commenter l'actualité française dans le cadre des échanges internationaux. À la fin des années 50, la régie finale s'installe à cet étage. C'est une véritable passerelle de commandement, assurant l'enchaînement de tous les programmes diffusés. Le 5e étage devient celui des journalistes qui prêtent d'abord leur voix puis leur visage au journal télévisé. Au 6e étage, les ingénieurs et techniciens veillent au bon fonctionnement de toutes les installations. La direction des programmes s'installe au 7e étage, tandis que le 8e et dernier étage accueille le service de décoration et la cantine. Au sommet du bâtiment, sur la terrasse, se dresse l'antenne émettrice garantissant la diffusion. Les années 50, c'est aussi l'époque où l'État décide de construire un édifice pour regrouper les services de radio et de télévision. En 1952, il acquiert un terrain dans le 16e arrondissement de Paris, en bordure de Seine, où se trouvait auparavant une usine de gaz désaffectée en 1928, puis un stade. La même année, un concours architectural est lancé pour concevoir le futur bâtiment. Il est remporté par Henri Bernard, dont le projet se distingue par la circularité et une tour centrale de 68 mètres.
Initialement, l'implantation devait se faire quai Branly, mais le Conseil de Paris cède finalement un terrain de 38 000 mètres carrés au 116 quai de Passy afin de centraliser les nombreuses installations de la RTF. Le site est idéal, bien desservi par les principaux axes de transport tout en restant suffisamment éloigné du métro et de ses vibrations qui pourraient nuire à la qualité acoustique des enregistrements. La maison de la radio est inaugurée le 14 décembre 63 par Charles de Gaulle, président de la République, en présence d'André Malraux, ministre d'État chargé des affaires culturelles. Le général de Gaulle, accompagné du ministre de l'Information, M. Perfit, et de M. Bordas, directeur général de la RTF, a installé officiellement la radio dans son palais. Sans doute, en effet, n'y a-t-il pas d'autre nom pour désigner le plus grand bâtiment qui ait été construit en France depuis longtemps. La dimension d'une salle comme celle où allait se dérouler sur 3 écrans le spectacle d'inauguration en dit long sur cet édifice, sorte de colisée des temps modernes, fait d'aluminium, de verre, d'acier et de béton, qui a inscrit sa physionomie futuriste dans le panorama parisien. Elle devient rapidement un centre névralgique, siège de la RTF de janvier à juin 64, puis de l'ORTF jusqu'au 31 décembre 1974. Elle abrite la direction, les services et les studios de radio, ainsi que quelques auditoriums souvent utilisés pour la télévision. L'ORTF produit tout. L'ORTF fabrique de l'info, du divertissement, de la fiction, du sport, des émissions jeunesse, en régie lourde, comme avec des moyens plus légers. Elle emploie ses propres réalisateurs, journalistes, ingénieurs du son, opérateurs caméra, éclairagistes, assistants de plateau. Mais ce n'est pas tout. Elle forme aussi, avec ses centres de formation intégrés. Elle innove par ses centres de recherche. Elle participe à l'invention du SECAM, teste la haute définition dès les années 70 et développe des outils de sous-titrage pour sourds et malentendants. Elle diffuse, avec ses propres émetteurs hertziens, jusqu'à l'outre-mer. Et c'est une chaîne complète, du scénario aux téléspectateurs. Et tout est centralisé, si bien que le moindre mouvement social peut figer l'ensemble de la machine. L'ORTF, malgré son image de vieille dame rigide, est un acteur majeur de l'innovation. Elle passe à la couleur dans les années 60, avec le SECAM. Elle expérimente le magnétoscope à bande. Elle installe des caméras mobiles sur des rails ou des grues pour les captations en plateau. Elle participe à l'évolution de la captation sportive des Jeux Olympiques au Tour de France avec les premières régies mobiles, assez lourdes c'est vrai, et avec des innovations comme les premières caméras HF sur des motos pour le Tour de France. Et même si elle est souvent critiquée pour sa lourdeur bureaucratique, l'ORTF met en place des standards industriels qui feront école dans toute l'Europe. Lors de l'éclatement de l'ORTF, le bâtiment est attribué à Radio France et prend le nom de Maison de Radio France. C'est aussi en 1975 que le centre Leluche de Cognac-G perd son nom et devient le siège social de la Société nationale de programmes télévision française 1 TF1. Les 2 autres sociétés nationales de programmes, Antenne 2 et FR3, quittent la rue Cognac-G pour s'établir dans leur propre siège social. Toutefois, Antenne 2 continue dans un premier temps d'utiliser les studios 2 et 4 pour la production de son journal télévisé et Antenne 2 et France Région 3 y conservent leur régie de diffusion. C'est à ce moment que l'avenue Montaigne, au cœur du 8e arrondissement de Paris, entre dans le récit. Pour compléter ce chapitre sur l'industrie, une dernière information. La société Rhône-Poulenc vient de recevoir ce soir le prix du meilleur rapport à l'initiative de l'hebdomadaire La Vie française. Il nous a paru intéressant de voir ce que représente Rhône-Poulenc en Ile-de-France et d'avoir l'avis de son patron, Jean Gandois, sur l'avenir de son implantation en région parisienne. Un immeuble construit en 1959 par Rhône-Poulenc pour y établir son siège social sera pendant 17 ans le port d'attache de la seconde chaîne de télévision. Malgré la réticence des voisins huppés de l'une des avenues les plus chics de Paris, de grands travaux sont entrepris et Antenne 2 s'y installe. Rien de mieux que l'avenue du style pour imposer son style. Les plateaux de l'avenue Montaigne deviennent ainsi le théâtre d'une multitude d'émissions populaires. On y enregistre des variétés qui rassemblent des millions de téléspectateurs, des magazines culturels et des divertissements familiaux. L'adresse devient presque synonyme d'Antenne 2, comme Cognac-G l'été pour le journal télévisé. Ce site est aussi un symbole. En quittant progressivement Cognac-G pour investir l'avenue Montaigne, Antenne 2 affirme son autonomie, son énergie nouvelle et sa volonté de rivaliser avec TF1. En attendant, si vous le voulez bien, Antenne 2 commence. En 98, l'histoire s'achève. Les 2400 salariés du groupe, jusqu'alors dispersés sur 17 sites à travers Paris, emménagent dans le nouveau siège de France Télévisions, dans le 15e arrondissement, situé le long de la Seine
et devant l'esplanade Henri de France, inventeur du sécam. Ce projet remonte à 1952, lorsqu'Hervé Bourges en formule l'idée, et l'emplacement définitif est choisi par le Premier ministre Édouard Balladur en juillet 1994. Conçu par l'architecte Jean-Paul Viguier, le bâtiment s'étend sur 100 000 m², dont 56 000 m² sont dédiés aux bureaux et aux studios. Sa construction est menée entre 95 et 98, et elle représente un investissement total de 3 milliards de francs, soit plus de 457 millions d'euros. Et puis je suis un petit peu ému parce que c'est la toute dernière émission en direct de ce studio Pierre Sabag. 15 ans de présence avenue Montaigne, en plein centre de Paris, qui se termine sans pleurs ni douleurs, mais avec du champagne. Voilà, c'est fini, France 2 déménage. La même année, la ministre de la Culture, Catherine Trottmann, lance un projet ambitieux de réforme de l'audiovisuel public. Celui-ci prévoit notamment la création d'une holding qui regrouperait France 2, France 3, la 5e, la 7 Arte et RFO afin de renforcer le secteur public face à la concurrence des groupes privés. Acte 2, le pouvoir dans la mire. L'ORTF est créé en 1964 pour centraliser la radiodiffusion et la télévision française. Il était placé sous l'autorité directe de l'État. En tant qu'établissement public, à caractère industriel et commercial, il dépendait du ministère de l'Information et à partir de 1964, du secrétariat général à l'information. Cette structure garantissait à l'État un contrôle strict sur la nomination des dirigeants, le budget et les orientations stratégiques. L'ORTF regroupait alors tous les moyens de la télévision et de la radio, de la direction générale aux infrastructures techniques. La centralisation permettait une gestion uniforme, mais elle facilitait également l'ingérence gouvernementale dans la ligne éditoriale. Les ministres pouvaient influencer la programmation, censurer certains sujets ou demander le retrait de reportages jugés sensibles. Les dirigeants de chaînes et de stations radio étaient nommés par décret du président de la République ou du gouvernement, assurant que les postes clés soient occupés par des personnes considérées comme fiables politiquement. Le contrôle de l'État s'étendait aussi aux investissements techniques et à la politique de modernisation. L'ORTF recevait chaque année son budget via des crédits votés par le gouvernement, ce qui lui permettait d'étendre ses studios, d'acheter du matériel ou de développer de nouvelles chaînes, mais dans le cadre d'orientations décidées par les autorités publiques. Ainsi, l'ORTF fonctionnait comme un outil d'information et de communication de l'État. Les décisions éditoriales, le choix des programmes et la diffusion de l'information étaient étroitement encadrés, illustrant une ingérence structurelle du gouvernement dans les médias publics. Ce sera l'une des raisons mises en avant pour sa réforme. L'éclatement de ce mastodonte de l'audiovisuel qu'était l'ORTF n'est pas intervenu du jour au lendemain. Et les signes avant-coureurs, les fissures, étaient déjà visibles avant 1974. Dès la fin des années 60, l'ORTF est critiqué pour son centralisme excessif et sa dépendance au pouvoir politique. Le général de Gaulle, qui voulait garder la main sur l'audiovisuel public, avait modelé l'ORTF pour qu'elle reste sous étroite tutelle de l'État. Mais cette mainmise est de plus en plus contestée, notamment après mai 68, où la grève des personnels de l'ORTF révèle la colère des journalistes et des techniciens face à l'absence d'indépendance éditoriale. L'avènement de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas en 69 favorise la mise en place de 2 unités autonomes d'information. Il confie à une commission présidée par Lucien P., le premier président de la Cour des comptes, une réflexion sur l'évolution des structures de l'ORTF. Son rapport, remis l'année suivante, propose la création d'une société holding qui contrôlerait des sociétés correspondant aux grandes unités fonctionnelles de l'ORTF. En 1970, Georges Pompidou, alors président, commence à réfléchir à une réforme en profondeur. Il mandate plusieurs rapports, dont le fameux rapport Nora, rédigé par Simon Nora, qui fut directeur de l'ENA. Ce rapport évoque déjà une décentralisation de l'audiovisuel public. Le plan Marceau-Long, également appelé le plan d'organisation verticale limitée, avait pour objectif de remédier aux lourdeurs et aux blocages causés par une centralisation excessive. Selon ce plan, l'office serait restructuré en 6 établissements publics, chacun correspondant à une grande unité fonctionnelle. La radio, les 3 chaînes de télévision, la production lourde, l'action extérieure et la coopération. Au centre de ce dispositif se trouverait un établissement central qualifié de clé de voûte de l'édifice, chargé de regrouper les services et directions assurant les missions communes à tous les établissements. La diffusion, les actions techniques, les finances, l'administration générale et la politique du personnel. Le plan introduisait également une réforme majeure de la production télévisuelle. Les 3 chaînes se verraient responsables de toutes les émissions d'actualité ou de réalisation simple. Les émissions linéaires, les variétés, les jeux, tandis que les productions longues et complexes,
tels que les feuilletons, les séries, les retransmissions d'opéra ou les événements sportifs, seraient eux confiés à l'établissement de production. Celui-ci établirait des relations contractuelles avec les chaînes pour la diffusion de ces programmes. Approuvé en Conseil des ministres le 27 février 1974, ce plan devait entrer en application à partir du 1er janvier 1975, date fixée pour la mise en œuvre de la nouvelle organisation de l'ORTF. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing est élu en mai 1974, il veut moderniser la France. L'audiovisuel est dans sa ligne de mire, notamment pour des raisons démocratiques, de pluralisme de l'information et économique, de meilleure efficacité des structures. Son ministre de l'Information, Jean-Philippe Lecard, relance alors le processus. Il déclare « On ne réforme pas l'ORTF, on le supprime ». Le spectre de la privatisation est alimenté par de nouvelles difficultés financières qui imposent des mesures de rigueur et par un mouvement de grève qui vont alimenter le discrédit de l'ORTF. À l'époque, 68% des Français se déclarent favorables à une chaîne de télévision indépendante, à l'image des radios périphériques. Dans une interview télévisée le 3 juillet 1974, Jacques Chirac, Premier ministre, annonce « L'ORTF sera supprimée ». Le gouvernement a souhaité prendre, conformément aux directives générales définies par le président de la République, un certain nombre de mesures qui forment une réforme complète, je dirais un changement profond dans notre organisation. Et c'est dans cet esprit que l'office central, l'office de l'ORTF, sera supprimé. Il n'y aura plus d'office national de la radiodiffusion et de la télévision nationale, et donc plus de président-directeur général dès la mise en œuvre de la réforme. Quelques 6 semaines après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, cette annonce a l'effet d'une bombe. VGE redoutait les médias et il estimait qu'ils ne constituaient pas un contre-pouvoir mais allaient devenir un anti-pouvoir. C'est une décision politique forte, mais pas improvisée. Elle s'appuie sur les préparations des années Pompidou et aussi sur une volonté d'affaiblir les syndicats puissants de l'ORTF. Je crois que c'est une tentative qui est originale et qu'elle répond à la question que nous nous posons tous, qui est de faire en sorte qu'il y ait une décentralisation complète dans le domaine de la télévision et dans le domaine de la radiodiffusion, décentralisation qui est indispensable pour assurer l'émulation dans l'information et en même temps éviter que cette décentralisation ne se fasse sous l'aiguillon exclusif du profit. Le gouvernement met en œuvre une série de décisions techniques et administratives pour fragmenter l'ORTF. Les autorités publient des rapports sévères sur le fonctionnement interne, dénonçant l'inertie bureaucratique et la centralisation excessive. Ces critiques servent de justification publique pour une réforme radicale. La dissolution de l'ORTF est annoncée en 1974. Le gouvernement fixe alors un calendrier précis. Au 1er janvier 1975, l'ORTF disparaît officiellement. Ses activités sont réparties entre plusieurs entités. TF1, la première chaîne qui reste sous contrôle direct de l'État. Antenne 2, destinée à développer une programmation plus libre et innovante. FR3, pour la 3e chaîne, concentrée sur les régions, ainsi que des filiales spécialisées dans la production et la distribution. Selon les propres termes du communiqué du Conseil des ministres du 3 juillet, la réforme a pour but la compétition entre les unités autonomes et entièrement responsables. Les 3 principes qui doivent guider le nouveau service public de l'audiovisuel sont l'autonomie, la responsabilité et la concurrence. Cette décision, bien que présentée comme une modernisation nécessaire, reflète en réalité une volonté claire de contrôler le paysage audiovisuel. Le gouvernement influence directement la répartition des pouvoirs, la nomination des dirigeants et la structuration des nouvelles chaînes, tout en espérant que cette fragmentation réduise l'autonomie et la capacité critique de l'information publique. Acte 3, une nouvelle ère, ou presque. La loi du 7 août 1974 acte la dissolution. Elle crée 7 organismes distincts baptisés ironiquement les 7 nains. TF1, Antenne 2, FR3, les chaînes, l'INA pour les archives, la SFP, la Société Française de Production pour la fabrication des émissions, TDF, Télédiffuseur de France pour la diffusion, et Radio France. Chacun avec sa propre gouvernance et sa propre culture d'entreprise. L'idée est de briser le monopole tout en gardant un contrôle étatique indirect. Côté technique, c'est un défi colossal. Chaque entité doit constituer ses propres équipes, ses propres régies, réorganiser ses moyens de production, scinder les infrastructures, les salles de montage, les moyens de transmission. Tout est doublé, engendrant des coûts importants pour permettre cette nouvelle organisation.
Des équipes sont éclatées. Plus de 15% des personnels de l'ORTF, soit environ 2700 personnes, n'ont pas retrouvé de place dans les organismes qui lui ont succédé. 1000 licenciements avaient été demandés par le gouvernement à la direction de l'office. Ceux-ci ont été réduits à environ 350 au terme de 3 mois de conflits quasi permanents. Si la plupart des suppressions d'emplois ont consisté en des mises à la retraite anticipées ou des transferts dans la fonction publique, le départ de l'ORTF a été souvent durement ressenti par ces personnels qui avaient un lien quasi affectif avec l'entreprise. Les matériels sont reventilés, les responsabilités reconfigurées, les techniciens doivent jongler avec de nouveaux contrats, des statuts flous et parfois de nouveaux collègues. Cette réforme a entraîné une complexité technique considérable, doublée d'une duplication des infrastructures et des équipes. La promesse du pluralisme est réelle, mais encadrée. La loi de 1974 a certes fragmenté l'ORTF, mais les chaînes restent publiques et sous contrôle étatique. La liberté d'expression progresse, mais le monopole de l'État perdure. Toutefois, la pression monte. La télévision privée commence à s'imposer à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, avec la création de chaînes commerciales comme ITV. La demande des annonceurs, des producteurs et des téléspectateurs pour plus de diversité et de compétition devient criante. TF1, la première chaîne historique, et la plus regardée, reste à l'époque le symbole de l'audiovisuel public, mais aussi une machine lourde et critiquée pour sa gestion centralisée. Dans les années 80, sous la présidence de François Mitterrand, un virage politique se dessine. En 1987, la privatisation de TF1 est décidée. C'est un véritable choc pour le paysage audiovisuel français. La chaîne passe sous contrôle privé, d'abord détenue majoritairement par des groupes industriels, puis par Bouygues, qui la transformera en un groupe média puissant. Si Marcel Fagès veut bien avec la caméra 3 serrée sur la marque, là... Voilà, maintenant on s'en fiche, hein, c'est partout pareil. Oui. Et vous avez, j'ai 3 étoiles. Oui, alors moi j'ai TF1 puisque Bouygues devient un peu TF1, donc oui, c'est une belle alliance. Vous n'avez pas encore d'étoiles. Conséquence concrète sur la production et la diffusion, cette privatisation est une révolution industrielle et culturelle. TF1 devient une chaîne commerciale financée par la publicité avant tout, ce qui pousse à une logique d'audience forte, de divertissement et de formats attractifs. Cela pousse aussi à l'essor de la production indépendante qui doit répondre aux exigences de programmation, souvent plus innovantes et variées. Les technologies évoluent pour accompagner la compétition. On voit le développement de la numérisation, des régies mobiles et des formats plus légers. Le 17 janvier 89, Catherine Tasca, alors ministre de la Culture, porte une loi importante qui vise à moderniser et structurer le paysage audiovisuel français. La loi impose la part dépendante aux chaînes du service public, une obligation d'externaliser la production audiovisuelle. Cette règle a pour but de soutenir le secteur des producteurs indépendants. Pour la production technique, les exigences sont un peu plus souples mais suivent la même logique. En général, cela signifie que plus de la moitié des opérations techniques doivent passer par des sociétés indépendantes. Ces règles sont toujours en vigueur et oui, le service public finance la filière audiovisuelle française dans son ensemble, y compris le privé. Acte 5. Ce qu'il reste de l'ORTF. Aujourd'hui encore, les briques héritées de l'ORTF survivent. À l'INA, à Radio France, à France Télévisions bien sûr, on y retrouve encore des vestiges gravés ORTF. La SFP a été rachetée par Euromédia, puis par AMP Visual TV. Des émissions cultes nées sous l'ORTF ont traversé les décennies. Et il y a des techniciens, plus très nombreux c'est vrai, qui ont connu la SFP, Antenne 2 ou FR3 et qui parlent encore de cette grande maison avec fierté et parfois un peu d'amertume. Des groupes, Saba, Tchernia, Catherine Langer, Avertis, Zitrone, Drucker, tous ces noms, vous les connaissez, ils ont marqué non seulement l'histoire de l'audiovisuel français et mondial, mais ils ont aussi influencé la télévision d'aujourd'hui et continuent de rayonner sur elle. D'autres noms sont moins connus. Condamine, La Racine, Bernard, Barry, Héricourt et j'en passe. Autant de techniciens, d'ingénieurs qui ont défini la télévision d'hier et qui ont posé les fondations de la télévision de demain. L'histoire est cyclique et aujourd'hui on parle de nouveau de regrouper la télévision et la radio. Les débats du passé sont de nouveau d'actualité. De nouveau, en écho à celui des années 70, un rapport de la Cour des comptes s'inquiète du financement de l'audiovisuel public et on entend aussi, ça et là, sur les plateaux ou lors de micro-trottoirs, des gens convaincus par la nécessité d'une privatisation de l'audiovisuel public. Comme dans les années 70, le service public est la cible d'attaque de la part de groupes privés et son information, sa programmation, son indépendance sont critiquées. Des journalistes du service public sont pointés du doigt. L'incertitude budgétaire menace la stabilité de l'audiovisuel public et l'empêche d'investir dans des moyens techniques assurant sa pérennité.
Les mêmes questionnements, auxquels l'histoire a déjà répondu. Que le service public de l'audiovisuel est un trésor national, qu'il faut chérir, préserver, tout en le faisant évoluer pour assurer sa pérennité. L'audiovisuel public, c'est d'abord une offre éditoriale riche et diverse, faisant la part belle à la culture, au savoir et à tous les regards. Mais c'est aussi et inaliénablement la recherche de l'excellence technique, de l'innovation technologique, une capacité indispensable à être autonome dans la fabrication de ses programmes, garantissant son indépendance éditoriale. Si l'ORTF a disparu en tant qu'entité, son héritage est une fondation vivante. Dans les technologies utilisées, avec des normes et des standards, ou encore dans les infrastructures pionnières, comme la maison de la radio, avec des équipements et des innovations. Bien oui, l'ORTF a expérimenté les premières caméras portables, les systèmes d'enregistrement magnétique, et a été à l'origine d'avancées comme le son stéréo. Vous savez, le couple ORTF, eh bien ça vient de là. Tout cela a structuré la technique et le broadcast. Il y a aussi l'héritage humain, la culture professionnelle et la rigueur, la gestion technique de l'image et du son. Eh bien, ça s'est construit dans les régies et les studios de l'ORTF en France. Et puis, bien évidemment, l'esprit de service public. La mission de proposer une information et une culture de qualité avec un souci constant de la précision technique. Aujourd'hui encore, chaque chaîne, chaque régie, chaque ingénieur en France et ailleurs dans le monde travaille sur des bases posées par cette institution dont l'ombre technique et culturelle continue d'éclairer la télévision et la radio. L'ORTF a légué des bases inestimables et permis de faire grandir l'audiovisuel. Peu importe ce dont demain sera fait, ensemble sous le même toit ou chacun sur notre îlot, une chose est sûre, il y aura toujours des passionnés engagés pour faire évoluer nos chers médias que sont la radio et la télévision vers des sommets toujours plus hauts. C'était Rewind, un podcast modulaire qui parle de l'histoire de la télé, vue par la technique, sans filtre ni grésillement. À bientôt pour un prochain épisode.